André Comte-Sponville, Le goût de vivre, chapitre Immigration. L'objectif immigration zéro, tel que Charles Pasqua l'a formulé, est évidemment irréalisable. Quoi qu'on fasse, des milliers d'immigrés continueront de s'installer en France dans les années qui viennent, et c'est bien ainsi. Notre économie, dès qu'elle repartira, en aura besoin. Notre morale le requiert. On ne peut empêcher les mariages d'amour ou d'intérêt, dont tous, tant s'en faut, ne sont pas de complaisance, ni supprimer purement et simplement toute possibilité de regroupement familial. L'expression du ministre est d'autant plus malheureuse, en l'occurrence, qu'elle est équivoque. Certains comprendront qu'elle signifie non pas zéro immigrant, ce qui serait déjà impraticable, mais zéro immigré, ce qui serait scandaleux. Car il faudrait chasser tous ceux que l'on a fait venir le plus légalement du monde, qui sont souvent installés chez nous depuis des décennies, qui y ont fondé une famille, et c'est ce qu'on ne saurait humainement ni politiquement accepter. Faut-il pour autant faire de Charles Pasqua un fasciste, un raciste, un dangereux sous-marin de Le Pen? Sans doute pas. Quoi qu'on pense du personnage, ancien résistant, mais aussi l'un des fondateurs du SAC, une partie des ambiguïtés du gaullisme se résume là, rien dans ses propos récents et quelques maladresses mises à part ne menace la République ni la démocratie. Il a d'ailleurs rectifié le tir, parlant quelques jours plus tard de zéro immigré clandestin, ce qu'on ne saurait pour le coup lui reprocher. Un ministre de l'Intérieur est là pour faire respecter la loi, laquelle s'applique sur le sol national aux étrangers aussi bien qu'aux Français. La République est à ce prix, la liberté est à ce prix. Il se pourrait pourtant que l'essentiel soit ailleurs, dans le constat, formulé lui aussi par Charles Pasqua, que la France ne veut plus être un pays d'immigration massive. Ce constat-là, au moins, semble incontestable. Les dernières élections l'ont indiqué assez clairement. Aucun parti n'a fait campagne pour l'ouverture des frontières et les électeurs ont accordé une très forte majorité à ceux, à droite ou à l'extrême droite, qui avaient fait du contrôle de l'immigration un de leurs chevaux de bataille. C'est un des rares points où la droite tienne ses promesses. Il est difficile de le lui reprocher. D'ailleurs, les sondages confirment la très grande popularité du ministre de l'Intérieur, dont on ne saurait pas davantage contester la représentativité populaire que la légitimité républicaine. Cela n'oblige évidemment pas à approuver tout ce qu'il propose. Pourquoi la majorité aurait-elle raison? Et mon but n'est d'ailleurs pas d'en examiner le détail. Je m'interroge sur le fond du problème. Dans quelle mesure un peuple a-t-il le droit de défendre son identité, sa sécurité ou son confort contre ce qu'il perçoit, à tort ou à raison, peut-être à tort et à raison, comme une menace de l'étranger ou de la misère? Moralement, le problème est d'une simplicité cruelle. Sans qu'il soit condamnable d'aimer le confort ou de s'aimer soi-même, la morale voudrait que l'on s'occupe d'abord des autres, et spécialement des plus pauvres, des plus malheureux, des plus démunis. La morale voudrait que l'on s'occupe d'abord des immigrés, et qu'ils jouissent non seulement des mêmes droits que les Français, mais aussi, sur eux, d'une espèce de priorité qui est celle de la détresse. L'Église est dans son rôle lorsqu'elle rappelle chacun à ses devoirs, et Le Pen est dans le sien quand il les bafoue. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Ces paroles de l'Évangile disent assez ce qu'il faudrait faire et de quel côté se trouve l'amour ou la morale. Oui, mais ni l'un ni l'autre ne font une politique. Si les hommes s'aimaient les uns les autres, s'ils étaient vertueux, généreux, compatissants, ils n'auraient ni besoin de frontières, ni police, et les États même seraient inutiles. La charité suffirait, l'humanité suffirait. Nous en sommes loin, et c'est ce que signifie la politique. Ne pouvons faire que ce qui est juste fût fort, on n'a fait que ce qui est fort fût juste. La formule qui est de Pascal dit assez que la politique n'est pas une morale appliquée, mais le prix à payer pour les peuples de l'immoralité de chacun et de tous. Si l'amour régnait, à quoi bon la force? Si la morale régnait, à quoi bon la politique?
Ce serait de l'angélisme que d'imaginer que ces deux ordres puissent se confondre. Même la démocratie n'y trouverait pas son compte. Les saints ne font pas une majorité, ni la majorité une vertu. L'Église est dans son rôle lorsqu'elle parle de morale, mais la morale n'est pas un parti, ni l'Église une démocratie. Au reste, on imagine trop bien où mènerait l'angélisme dans ces domaines. On ouvrirait les frontières, on accueillerait tous les affamés, tous les opprimés, et la France bientôt se dissoudrait ou imploserait dans le chômage, la misère et l'exacerbation des tensions ethniques, religieuses ou culturelles. C'est où il faut distinguer ce que Max Weber appelait l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. La première ne s'occupe que des principes sans se soucier des conséquences pratiques de leur application. La seconde, au contraire, sans renoncer aux principes, est avant tout soucieuse de la portée concrète des actes qu'ils inspirent. À quoi bon une action vertueuse si elle aboutit à une catastrophe? L'éthique de conviction, s'agissant des étrangers, supposerait qu'on les traite comme des frères, non pas seulement aussi bien que des Français, répétons-le, mais mieux qu'eux. Entre deux frères, il est légitime de favoriser le plus faible ou le plus exposé. L'éthique de responsabilité ne dit pas le contraire. Les deux éthiques, précisait Max Weber, sont moins opposées que complémentaires. Mais elle exige qu'on mesure les conséquences à long terme de telle ou telle mesure, même généreuse, et qu'on n'aille pas risquer le pire par amour du bien. En l'occurrence, qu'on ne détruise pas l'équilibre fragile qui fait un peuple au nom de valeurs qui, sans cet équilibre, seraient sans force ou sans vraisemblance. Tout être s'efforce de persévérer dans son être, disait Spinoza. Cela vaut aussi pour les peuples. Or, comment pourraient-ils persévérer dans leur être s'ils ne défendaient leur identité? Combattre le racisme est une chose, évidemment nécessaire. C'en est une autre, fort dangereuse, que de prétendre condamner par là tout attachement à une culture ou à des traditions nationales. Les peuples comme les individus ne s'opposent qu'en s'opposant, du moins qu'en se distinguant. On ne peut à la fois, écrivait Lévi-Strauss en 1971, se fondre dans la jouissance de l'autre, s'identifier à lui et se maintenir différent. Race et culture, le regard éloigné, Plomb, 1983, page 47. Ce n'est pas être raciste ou nationaliste que de considérer, toujours avec Lévi-Strauss, qu'il est normal que des cultures attachées chacune à un style de vie, à un système de valeurs, veillent sur leur particularisme, et que cette disposition est saine, nullement, comme on voudrait nous le faire croire, pathologique. De près et de loin, Odile Jacob, 1988, page 207. Un peuple qui se replie sur soi est un peuple qui meurt, mais un peuple qui s'oublie, qui s'ouvre indéfiniment aux influences et aux brassages, meurt aussi. La dissolution est une menace, non moins que la sclérose. Et c'est précisément parce que la francité n'est pas une race, parce qu'elle ne se transmet ni dans les gènes ni dans le sang, que nous devons être attentifs à son seul support réel, aussi précieux, aussi irremplaçable qu'il est fragile. Cet ensemble de coutumes, de valeurs, de traditions et de comportements, de rêves que les ethnologues appellent une culture et qui n'est autre pour chaque peuple que son identité ou son âme. Un peuple n'est pas une réalité biologique, c'est une réalité culturelle. Il n'existe pas par le sang, il existe par la mémoire et par la volonté. Harlem Désir est aussi évidemment français qu'Oscar Lafontaine est allemand. Et à nouveau, c'est très bien ainsi. Cela confirme que les hommes ne sont prisonniers ni de leurs ancêtres, ni de la couleur de leur peau, que la nature n'est pas un destin, que la civilisation n'est pas héréditaire. Enfin, qu'il n'est de patrie véritable que spirituelle ou culturelle. Les peuples, comme les individus, ne sont que ce qu'ils font, et c'est ce qu'on appelle leur histoire. Cela ne signifie pas que tout soit possible, qu'un peuple puisse accueillir et assimiler des étrangers, c'est bien sûr souhaitable, et le gage de sa vitalité. Mais qui peut croire qu'il le puisse indéfiniment et sans contrôle? Lévi-Strauss, là encore, l'a rappelé, chaque culture se développe grâce à ses échanges avec d'autres cultures. Mais il faut que chacune y mette une certaine résistance. Sinon, très vite,
Elle n'aurait plus rien qui lui appartienne en propre à échanger. L'absence et l'excès de communication ont l'un et l'autre leur danger. De près et de loin, page 207. Cette vérité de toujours prend aujourd'hui une acuité plus grande. Quand la France compte 3 millions de chômeurs, quand elle donne au Front National près d'un cinquième de ses voix, personne, et surtout pas les étrangers légalement installés chez nous, ne peut raisonnablement souhaiter qu'elle ouvre totalement ses frontières ou même qu'elle fasse preuve vis-à-vis de l'immigration clandestine, de mansuétude ou de mollesse. L'immigration zéro n'est ni possible ni souhaitable. L'immigration absolument libre ne l'est pas davantage. Michel Rocard avait évidemment raison de rappeler, il y a quelques années, que la France ne pouvait accueillir toute la misère du monde, ce qui serait pourtant moralement justifié, mais qui est politiquement, économiquement et socialement impraticable. Cela n'est pas moins vrai aujourd'hui, et sans doute, récession oblige, cela l'est davantage. Le contrôle des flux migratoires, comme disent nos énarques, autrement dit la limitation de l'immigration, et spécialement la lutte contre l'immigration clandestine, est malheureusement nécessaire. C'est sur quoi s'accordent tous les partis politiques responsables, à droite comme à gauche. Il est trop facile et bien vain de diaboliser perpétuellement ceux qui, parce qu'ils sont au pouvoir, ont la charge d'y veiller. Il n'est pas non plus justifié, cela va de soi, de leur faire une confiance aveugle. La vigilance reste plus que jamais nécessaire. Le risque de délit de faciès existe bien, on ne le sait que trop, de même que celui, en général, d'une dérive xénophobe de la police ou de nos concitoyens. La démocratie n'est pas une garantie. Elle ne saurait pas davantage tenir lieu de morale que la morale ne saurait tenir lieu de politique. Il faut donc les deux, comme toujours, et la tension entre les deux. C'est le moment de rappeler fermement que les étrangers, même clandestins, doivent bénéficier des droits de l'homme, de tous les droits de l'homme, et non moins fermement que la défense de l'identité nationale fait partie du droit des peuples et des citoyens. Que cette identité ne dépende pas seulement, ni surtout, de l'immigration, c'est une évidence. Le nihilisme, l'inculture, la violence, la sottise, notamment télévisuelle et Made in America, menacent davantage. Il n'en reste pas moins que tout apport extérieur modifie par définition ce qu'il accueille. Les peuples ne font pas exception. Les ethnologues, là encore, sont bien placés pour le savoir. Le contrôle de l'immigration, de ce point de vue, n'est ni une honte ni une tare. Il fait partie, pour quelque peuple que ce soit, de la maîtrise de son propre destin. Ce serait faire le jeu de Le Pen que de se contenter, dans ces domaines, de bons sentiments. La gauche peut bien sûr critiquer telle ou telle mesure, et même c'est son devoir si elle y voit un danger pour les droits de l'homme ou pour les libertés. Mais elle aurait tort de reprocher à ceux qui nous gouvernent de défendre une identité nationale pour la sauvegarde de laquelle ils ont été élus et dont la gauche ne saurait, sans se perdre, se désintéresser. Aucun pays n'est éternel, aucune culture n'est éternelle. C'est peut-être ce que nous rappelle le patriotisme, qui n'est pas fait de haine et d'exclusion, comme le nationalisme, mais de mémoire et de fidélité. Veut-on faire la propriété exclusive de la droite la plus réactionnaire ? La morale, qui n'a pas de patrie, ne saurait tenir lieu de souveraineté. La réciproque est aussi vraie. Vivre en France ne fait pas partie des droits de l'homme, ni être raciste des droits du citoyen.